Bonjour. Tu filmes tout le temps. Il est quelle heure là? Je sais pas. Allez, viens, on va regarder tes points. À combien? Ben pareil, ça change pas tous les jours, quoi. Tu voudrais arriver à combien? Je sais pas au maximum. C'est possible? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du shopping. Je m'appelle Sébastien, je suis français. Lulu, c'est ma femme, elle est chinoise. Nous habitons à Pékin. On va se filmer comme ça pendant 1 an, t'es d'accord? Mais j'ai pas de vie privée, là, après. On n'a pas de vie privée, de toute façon. Mais non, tais-toi. Se taire en Chine, c'est plus qu'une habitude. C'est un mode de survie. A priori, chez moi, il n'y a pas de caméra espion, mais parfois, il y aurait vraiment de quoi devenir paranoïaque. T'as pris les clés? C'est toi qui prends. Bienvenue chez nous, dans notre appartement au nord de Pékin, C'est toi qui prends les clés. en bordure du 4e périphérique. C'est ici que je vis avec Lulu. T'as pris les cartes de métro? Je suis journaliste en Chine depuis 2007. Nous menons une vie de couple ordinaire. À un détail près, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Sur notre palier ou encore dans notre ascenseur, elles sont partout. En Chine, on compte au moins une caméra de surveillance pour 2 habitants. Des yeux électroniques qui nous regardent en permanence. Aujourd'hui, Lulu veut me montrer la dernière trouvaille de la mairie. C'est ça que tu veux nous montrer? Bah oui. Ah, c'est l'écran là-bas. En fait, c'est un écran. Si tu traverses un feu rouge ou en voiture ou en personne, et après on te fiche sur l'écran. Et à quoi ça sert de t'afficher sur l'écran? C'est pour montrer tout le monde d'ailleurs que tu as fait quelque chose d'interdit. Et ça sert plus tard, tu perds les points. Alors attends, on va pas traverser au rouge alors. Et les voitures, par contre, ils respectent pas la... Non, ils vont te ficher aussi, hein, c'est pareil. Hein. C'est pas que pour les piétons, hein, pour tout le monde. T'as vu? T'as vu la fille qui traverse? T'en penses quoi, toi, de ce système? Bon, c'est pour forcer les gens qui suivent les règles, qui ne font pas des bêtises. Voilà. Bah, d'ailleurs, quelque part, c'est comme on me prend comme des enfants. « 23 millions d'enfants à Pékin, 1,4 milliard en Chine. Des enfants comme ma femme, notés, punis ou récompensés selon leur comportement. Une population tout entière placée sous surveillance. Des caméras dans les rues, des applications sur le téléphone portable, les fichiers des assurances, le casier judiciaire, votre notation bancaire, votre dossier médical. En Chine, toutes les données sont numériques, instantanées. Les villes intelligentes censées utiliser la 5G et le big data pour améliorer la vie locale sont en fait de grands réseaux de surveillance. Prendre le métro, acheter à manger, choisir un livre, tous les actes du quotidien sont archivés par la grande moissonneuse digitale. La récolte est faite par le régime, qui mélange toutes ces données pour construire le portrait numérique de chaque citoyen. Tous les Chinois ont désormais un double digital, qui vit sa vie dans les serveurs informatiques de Pékin.
Un double noté, calibré, jugé par les ordinateurs du parti. Pour les citoyens, ça ressemble à un jeu ou à un programme de fidélité. La loyauté fait gagner des points, les critiques font baisser le crédit. Voilà le quotidien de ma femme, Lulu, et de ses compatriotes, confrontés à ce compteur qui juge leur vie chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Ma femme n'est pas journaliste, elle travaille dans le marketing. C'est pour comprendre en quoi cette révolution technologique et sociale impacte sa vie que j'ai décidé de filmer son quotidien. La journée a commencé et on ne peut pas vivre sans téléphone. Ça commence déjà avec un smartphone. Il faut que je commande une voiture. Voilà. Le téléphone portable en Chine, plus encore qu'ailleurs dans le monde, impossible de s'en passer. Le pays compte plus d'1 milliard d'abonnés. Ni hao. Et rien n'échappe aux applications que Lulu a installées sur son smartphone. Qu'est-ce qu'on voit sur l'application? On voit son nom, le nombre de trajets. Oui, on voit son nom et sa voiture, quelle marque, quelle couleur, la plaque, son nom, et combien de trajets qu'il a fait, c'est combien de temps qu'il a son permis. On voit tout. Jusque-là, rien de vraiment exceptionnel. Cependant, ici, tout le trajet est filmé et enregistré avec cette petite caméra installée au-dessus du rétroviseur. Pour le reste, le fonctionnement est identique à celui que nous connaissons. On note le chauffeur, il nous note en retour. En Chine, la note est devenue la norme, comme partout sur la planète. On distribue des bons points à chaque commande sur Internet, à chaque voyage en train ou en avion. On note, en levant le pouce sur les réseaux sociaux, des évaluations qui conditionnent la popularité d'une personne ou la fiabilité d'une entreprise. Mais sur la planète Chine, toutes ces interactions, tous ces likes, sont autant de données qui sont recoupées entre elles et regroupées dans un coffre-fort digital dont le gouvernement a la clé. L'activité sur les réseaux sociaux, mais également les achats, les déplacements, les conversations, des vies privées stockées dans un code installé par chaque Chinois sur son téléphone portable. L'épidémie de Covid-19 va permettre au gouvernement d'ajouter cet outil supplémentaire à son dispositif déjà existant de collecte des données. Le QR code. Son objectif officiel, tracer les déplacements et les contacts pour lutter contre la propagation du virus. On s'en sert partout. Pour aller chez le coiffeur. Prenez votre téléphone et scannez celui-là. Ah ouais, il faut scanner? Scannez celui du milieu. Avec WeChat? Pour faire nos courses, aller au restaurant. Chaque bâtiment où nous sommes entrés, chaque personne que nous avons croisée, le QR code connaît tout de nos faits et gestes. Car en Chine, ce mouchard est installé au sein même des applications, sans lesquelles il nous est impossible de vivre. Alipay, une application de paiement comparable à Apple Pay, est développée par Alibaba, le concurrent d'Amazon. Taobao, le site d'achat en ligne préféré de Lulu. Sans oublier le groupe Tencent, développeur de WeChat. Le couteau suisse informatique avec lequel on dialogue, on paye, on scanne à tour de bras. Une sorte de WhatsApp multitâche. Toutes ces applications déployées par les géants chinois de la tech sont des aspirateurs de données personnelles. Des données qui alimentent directement le système de surveillance constant du parti. J'ai rendez-vous avec Feng Soyan. Il est data analyst. La rencontre est fixée dans un quartier très branché de Pékin.
Il va me confirmer que la crise sanitaire a bien accéléré le système de collecte de données directement via les applications installées sur les téléphones portables. Comparons le système du code sanitaire à un gâteau. Au début, les ingénieurs, les inventeurs des entreprises de la tech, comme Alibaba et Tencent, arrivent avec une idée, une recette de gâteau. Ils la présentent au gouvernement. Seuls les services du gouvernement ont le droit de demander les données personnelles, comme par exemple celles détenues par les compagnies aériennes, la compagnie de chemin de fer ou de téléphonie mobile. Ils ne peuvent utiliser ces informations que sous certaines conditions. Le gouvernement fournit donc les ingrédients nécessaires au gâteau. Mais pour mélanger les ingrédients et préparer le gâteau, seules les compagnies de la tech ont la capacité de le faire. Le gouvernement n'est pas pâtissier. Ensuite, on va considérer que les gouvernements ont le droit de demander aux plateformes de paiement en ligne de leur fournir les détails des transactions, sous certaines conditions là aussi. La question c'est, comment trouver un équilibre entre la protection des données personnelles et ce que le gouvernement a le droit de faire? Cette discussion, aujourd'hui, elle anime le monde entier. Mais le débat ne date pas d'aujourd'hui. Dès la fin des années 80, le contrôle de la population via la maîtrise des données est introduit avec l'ouverture de la Chine à l'économie de marché. Le pays s'éveille au poulet frit, au Ferrari et à l'argent. Beaucoup d'argent. Une petite musique d'émancipation rapidement mise en sourdine par le parti. Les petits-enfants de Mao ne seront pas plus libres. Ils seront riches. En contrepartie de l'accession aux biens de consommation, la vie des Chinois ne va plus avoir aucun secret pour le parti. Pékin va réguler à sa manière les flux financiers, contrôler la consommation et de ce fait, les personnes. Ma femme Lulu est une enfant de la grande consommation et du téléphone portable. Elle fait partie de ces Chinois qui achètent, dépensent, envisagent des vacances, s'imaginent une retraite au soleil. Depuis que le tribunal populaire du commerce a placé la révolution en liquidation, sa génération profite du grand boom. C'est sur cette soif de consommer que le système de crédit financier chinois voit le jour dans les années 80. Mais avant, Pékin veut comprendre cette étrange mécanique de l'économie de marché et se familiariser avec le crédit. Cette histoire, c'est Xindai qui nous la raconte. Il est professeur de droit à l'université Tsinghua de Pékin, l'université la plus réputée du pays. Selon le cliché consacré en Occident, la Chine va copier ce qui se fait de mieux à l'Ouest. L'ancêtre du crédit social chinois est Made in USA. L'histoire, c'est que certains hauts fonctionnaires ont fait un voyage aux États-Unis. L'objet de cette visite était de comprendre pourquoi il n'y avait pas autant de fraude sur le marché américain que sur le marché chinois. Ils ont découvert que les États-Unis avaient mis en place un mécanisme appelé système de crédit, un système de notation, avec une loi qui régulait l'accès mais aussi la valeur des crédits. Si vous aviez commis une fraude lors d'une transaction, elle était enregistrée dans votre dossier de crédit et donc figurer dans votre dossier personnel. Du coup, si par la suite vous vouliez souscrire un nouveau crédit ou bien réaliser de nouvelles affaires, l'incident qui avait été rapporté était susceptible de vous en empêcher, vous n'étiez plus digne de confiance. Le parti va voir dans ces mécanismes de régulation financière une opportunité de contrôle beaucoup plus large. Et si la solvabilité,
les habitudes des consommateurs permettaient d'établir un score. C'est alors que naît la tentation du crédit social. Attribuer une note aux citoyens en fonction de leur comportement d'achat, un système de bons et de mauvais points pour atteindre l'idéal de la société intègre et harmonieuse. Un programme détaillé dans le plan quinquennal est rendu public par le gouvernement chinois dès juin 2014 dans ce document. Le système de crédit social est un élément important du système d'économie de marché socialiste et du système de gouvernance sociale. Les incitations à la fiabilité et les contraintes non dignes de confiance sont utilisées comme récompense et punition. L'accélération de la construction d'un système de crédit social est une base importante pour la mise en œuvre complète du concept de développement technologique et la construction d'une société socialiste harmonieuse. Un système dans lequel les informations financières seraient recoupées avec le comportement civique, une note de vie créant un nouvel ordre social avec des citoyens de première, seconde, troisième ou quatrième classe. L'idée est que si vous accumulez des points, vous pourrez utiliser ces points pour bénéficier d'accès privilégiés à certains services publics. Par exemple, vous pourriez être admis à l'hôpital public sans avoir à verser de caution. La même chose pour aller consulter un médecin. Vous pourriez être capable d'aller dans certains parcs sans payer le ticket d'entrée. Vous pourriez accéder à des bons de réduction en utilisant les transports publics, tout ce genre de choses. Je pense que dans certaines villes, vous pourriez aller à la bibliothèque publique et emprunter des ouvrages sans avoir là aussi à laisser une caution grâce à votre bonne note. Pour le moment, ce sont ces types d'avantages dont vous pourriez bénéficier, mais c'est assez insignifiant pour le moment. Et ma femme dans tout ça ? Lulu a-t-elle suffisamment de crédit aux yeux du gouvernement ? En tout cas, c'est une bonne élève. Son compteur affiche 5 points de plus. 5 petits points de gagné, sans doute grâce à ses bonnes habitudes de consommation, son sens civique et son respect des règles. Shindai va analyser sa note. On voit que vous pouvez faire pas mal de choses. Vous voyez, pour l'hébergement, avec la note que vous avez, vous pouvez loger dans ces différents hôtels en étant exempté de caution. Pour les transports, vous pouvez bénéficier de réductions. Et même cela maintenant, regardez, c'est très intéressant. Les visas pour le Canada, l'Argentine et la Lettonie. Cela ne veut pas dire qu'avec ça, vous pouvez vous procurer un visa à l'ambassade du Canada sans fournir de documents personnels. Mais comme votre note atteint un certain niveau, vous n'aurez pas besoin de fournir certains documents à l'ambassade. Mais cela ne signifie pas qu'on peut obtenir un visa uniquement avec une bonne note. Ce n'est pas pensable. Et bon, maintenant, cette note peut être utile. Elle peut être recevable auprès des ambassades. Pour Lulu, c'est la promesse d'une plus grande facilité de déplacement grâce au bon score affiché sur son application. So she has a good score? Oui, tout à fait, tout à fait. Tu savais tout ça? Non. Quelque chose, je ne savais pas. Ça fait moins peur qu'on pensait. Non, ça ne fait pas peur du tout. Bon, Lulu n'est pas effrayée comme moi de ce monde 100% digital, d'une société où personne ne peut se cacher, où tous les gestes du quotidien sont analysés, interprétés, stockés, où un téléphone portable peut faire de nous des bons ou des mauvais citoyens. C'est pas collé, mais... Est-ce que tu t'inquiètes un peu du fait qu'on puisse te surveiller aussi avec le téléphone, parce que finalement tout est contrôlé, quoi? Bah, j'ai rien fait de mal. S'il veut savoir, si ça intéresse quelqu'un, vas-y. Hein. Pour l'instant, hein. Tu préfères vivre avec ça ou tu préfères refuser? Pourquoi on refuse? On peut pas refuser maintenant. Si tu pouvais refuser.
Je refuse pas, c'est tellement pratique, ça ramène une vie facile. Du coup, tu peux plus le quitter. Les entreprises qui ont fabriqué WeChat et Alipay, elles savent tout de toi. Est-ce que tu as plus peur de ces entreprises ou tu as plus peur de l'État qui te suit? On peut pas dire que ça fait peur. On peut dire quelquefois c'est un peu inquiétant. Par exemple, tu fais une blague un peu con des fois, si tu touches les sujets politiques, ça peut vite faire quelqu'un t'appelle pour te gronder. Téléphone, pas téléphone, tu n'as pas changé ta façon de vivre. Non, j'ai pas changé la façon de ma vie. J'ai pas changé. T'as vu? The question really is, La vraie question à se poser est la suivante. Va-t-on faire marche arrière et revenir à l'époque où nous n'avions pas de smartphone? Une époque où il n'y avait pas de caméra. Et si le sens de l'histoire, c'était d'accepter tout ça, si on décidait de faire avec? Vous savez, tout évolue, toutes ces données et cette surveillance nous apportent des choses positives. Par exemple, une plus grande sécurité, une plus grande sûreté, une meilleure efficacité. C'est ce que les gens désirent avoir aujourd'hui à la condition que certaines valeurs ne soient pas perdues. Ou bien alors, nous devons faire avec. La population a-t-elle réellement le choix? Dispose-t-elle d'autres alternatives que d'accepter les nouvelles conditions générales de vie imposées par le régime? Mais après tout, comme le dit Lulu, Tu sens que c'est pratique. la logique de surveillance globale accompagne systématiquement les mutations de la société chinoise en s'appuyant sur les progrès de la technologie. C'est le cas avec la disparition d'une espèce apparue au XIe siècle en Chine, le billet de banque. Petit à petit à Pékin, les billets par nature anonymes disparaissent au profit du paiement sans contact, parfaitement traçable par le régime. Et ironie de cette histoire, à chaque coupure qui est retirée de la circulation, c'est le visage de Mao qui s'efface un peu plus du quotidien des Chinois. Incroyable, lorsque je me souviens que jusqu'aux années 2010, je devais tout régler en liquide. Et que mes cartes de crédit étrangères n'étaient quasiment jamais acceptées. And the life of Chinese people has changed, since they are living life at their fingertips. Aujourd'hui, la télévision d'État fait même la publicité de cette société auprès des étrangers. Un monde où tout est plus facile, pour peu que l'on accepte en échange de n'avoir aucun secret pour le parti. Why is Thomas from Germany celebrating with so much enthusiasm? Like many foreigners in China, he is enjoying the convenience of a life without cash. So pervasive is the trend that robbers would be hard-pressed to find any cash to steal from in a modern Chinese store. This is a glimpse into the life of most Chinese. Mais une technologie bien plus avancée s'invite dans notre quotidien, à Lulu et à moi. Alors, qu'est-ce que tu veux? De l'eau, c'est bien? Juste de l'eau? Comme ça va? Ouais, Cela ou cela? en haut. En haut, c'est beaucoup plus cher. Alors, on paye avec la tête. Et voici le paiement à la tête du client. Ça y est? Donc là, on a payé en fait la bouteille d'eau avec la reconnaissance faciale. C'est ça? Est-ce que tu sais comment ils connaissent ta tête? Hein? T'es posé la question, comment ça se fait que tu peux payer avec ton visage? Il y a marqué, vous pouvez choisir payer avec la tête ou avec QR code. Et comment il reconnaît ton visage, tu penses? C'est enregistré, hein. Quand tu enregistres Alipay, il y a un scanner de la tête. C'est enregistré dans le système de Et paiement. qu'est-ce que t'en penses? C'est bien? Ça fait bizarre, non? Non, ça fait très drôle.
Ça fait drôle. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, déplacement, historique d'achat et désormais visage. Toutes ces données sont compilées, associées, agrégées. Au final, pas sûr que tout cela soit si drôle. Sur chaque visage, le parti peut désormais lire toute l'intimité de la vie privée des Chinois. Un outil de surveillance de masse au centre des investissements du gouvernement chinois. Au fil des ans, Pékin va gagner son indépendance technologique et s'affranchir des entreprises étrangères dans le domaine de la reconnaissance faciale et de l'intelligence artificielle. Xie Yinan est le vice-président de Megvii Technology à Pékin. Cette licorne chinoise est l'un des leaders mondiaux de la reconnaissance faciale. Une technologie vendue notamment à la police. Un système pouvant identifier en temps réel un individu via les caméras de vidéosurveillance. Ce logiciel complexe de reconnaissance faciale, le voici dans cette vidéo promotionnelle réalisée à la manière d'une bande-annonce hollywoodienne. Monsieur Li, un délinquant financier en fuite depuis 2016 a été repéré par le Sky Eye et la police avertie. Après vérification, il a pu être rapidement arrêté. Nous appelons cela le cerveau de la ville. D'un côté, il y a un usage privé et de l'autre, un usage sécuritaire, contrôlé par la police. Nous travaillons déjà avec 27 provinces chinoises pour assurer leur sécurité. Et notre technologie a permis d'arrêter plus de 3000 délinquants. Ce programme appelé Smart Eyes, les yeux intelligents, s'intègre dans un projet beaucoup plus global. Un réseau baptisé Skynet. Un clin d'œil au système d'intelligence artificielle qui prend le contrôle de la planète dans le film Terminator. L'objectif est de pouvoir identifier n'importe qui, n'importe où, grâce à des centaines de millions de caméras de surveillance. Aujourd'hui, nous pouvons réunir des éléments importants sur les véhicules, comme sur les personnes, y compris des caractéristiques particulières, le type de véhicule, la coiffure des gens, les vêtements qu'ils portent, s'ils sont à vélo, s'ils transportent un sac. Tous ces détails peuvent être enregistrés. Tout cela permet d'analyser tout ce qui se passe réellement dans la ville quotidiennement. Par exemple, dans cette rue, on peut savoir quel type de voiture circule, à quel moment la circulation se transforme. Par exemple, s'il y a des bouchons ou bien un accident, quel est le type prédominant de personnes qui empruntent cette rue. Ainsi, si l'on a besoin de savoir ce qui s'est passé à un moment donné et quel type de personnes étaient présentes, c'est très facile à savoir. C'est cela que nous appelons le Sky Eye urbain. Des informations et une technologie qui permettent aussi de prédire, d'anticiper le comportement des individus dans l'espace public. Et tout ça grâce au big data et à l'intelligence artificielle. On estime que la recherche chinoise en matière d'intelligence artificielle aurait 2 décennies d'avance sur ses concurrents directs. Je prends la direction de l'université de Tsinghua pour y rencontrer le professeur Su Guangda, l'un des chercheurs qui a le plus contribué aux travaux de développement de cette technologie dès le début des années 2000. Lors des JO de Pékin en 2008, le gouvernement chinois a été le premier à utiliser la reconnaissance faciale. C'était la première fois au monde qu'elle était employée dans des circonstances olympiques. Alors par la suite, l'exposition universelle ainsi que de nombreux événements réclamant un très haut niveau de sécurité ont pu utiliser la reconnaissance faciale. Cela a été possible grâce au soutien important de l'État. Cela élève le niveau de la sécurité publique. C'est pourquoi la population peut vivre dans une société harmonieuse, une société plus sûre. C'est pourquoi la reconnaissance faciale doit recevoir le soutien de la population. Elle a beaucoup d'avantages. Il y a des compagnies qui ont des données individuelles sur plus de 100 millions de personnes. Si la reconnaissance faciale connaît une telle réussite, c'est parce que la masse des données est immense.
et le volume de données devrait encore augmenter au fur et à mesure des avancées sur la reconnaissance faciale. On dit que maintenant, en plus du visage, on peut aussi identifier les gens à partir de leurs mouvements. Oui, il y a des recherches sur la démarche, ou encore l'iris, ou bien sur d'autres mouvements. Mais pour l'instant, le taux de reconnaissance par les mouvements est encore bas, et nous ne sommes pas au niveau d'une utilisation réelle. Ça reste une technologie très utile pour la construction de villes plus sûres, d'une Chine plus sûre. Reconnaître les gens, prédire leur comportement, contrôler et observer leur quotidien, la surveillance a toujours été la raison d'être de l'État-parti. Dès 1949 et la naissance de la République populaire de Chine, Pékin va avoir des yeux partout. Commissaires politiques, comités de quartier, ils vont être les yeux et les oreilles de la sécurité publique au plus près de la population. Un maillage pensé pour un peuple qui ne voyage pas, pour un pays claquemuré, fermé aux étrangers. Mais la société chinoise va changer, elle va se déplacer, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Là aussi, le parti a la solution pour maintenir sa surveillance effective. Bonjour. Aujourd'hui, nous partons en week-end à Shanghai, à 1300 km de Pékin. Lulu a réservé son voyage via Alipay, l'une des applications installées sur son smartphone. 757, c'est les points. Ma femme est une bonne cliente, bien notée. Son crédit est suffisamment élevé pour que sa commande aboutisse. Nous prenons la direction de la Grande Gare du Sud, l'une des 3 que compte la capitale. Et là, vous vous dites que prendre les transports en Chine, il n'y a rien de plus facile. Mais lorsque ma femme a réservé son billet de train, l'application n'a pas seulement interrogé son solde à la banque, Alipay est allé bien plus loin. L'ensemble des détails de la vie privée et sociale de Lulu, comme celle de tous ses compatriotes, sont numérisés sur son téléphone. Voilà, en 2 scans, c'est fait. On scanne la tête pour rentrer dans la gare et encore une fois pour accéder au train et c'est terminé. L'application a recoupé une somme de données bien plus large et l'a autorisé à acheter son billet et donc à se déplacer. Si vous avez été placé sur la liste noire après avoir commis un délit, ou bien que vous avez été jugé par un tribunal comme étant un mauvais payeur dans un litige financier, le jugement est publié sur le site internet du tribunal. Ces informations, cette liste noire, peuvent aussi être communiquées aux compagnies ferroviaires ou aux autorités aériennes. Alors ils ont accès à toutes ces informations et donc, quand vous voulez acheter un billet de train ou d'avion, vous devez fournir votre numéro d'identité. C'est comme ça qu'ils vous attrapent. Dans le train, Lulu va continuer d'alimenter son crédit en dépensant via son application. Toujours le QR code. Encore de la reconnaissance faciale. Moi, j'ai une sale gueule. Et une fois de plus, autant de données transmises au serveur d'Alipay. Ma femme soigne son crédit et demeure une bonne citoyenne. Sa plus grande crainte, passer sous le seuil des 350 points et venir grossir la liste des citoyens de seconde zone.
À notre arrivée à l'hôtel, le scénario se répète. Cet hôtel de Shanghai, nous avons pu y réserver une chambre grâce à la bonne note de Lulu. Ça, c'est ma photo de carte d'identité, ça c'est moi. Un mauvais crédit et une inscription sur la liste noire, et ce type d'établissement nous aurait alors été interdit. Cette liste noire, c'est le cœur du réacteur du grand projet de crédit social. C'est l'algorithme ultime, prêt à être déployé à tout moment par l'État parti chinois. Un système dans lequel le comportement vertueux est encouragé et récompensé. Pour ceux qui franchissent la ligne, la sanction est immédiate et fait aussitôt baisser la note. Et c'est peut-être là la plus grande victoire du parti, réguler les comportements sans avoir besoin de sortir le bâton. Certaines lois disent que le système du crédit social est pensé pour améliorer l'efficacité de la réglementation du marché, mais aussi promouvoir les bonnes valeurs. La question est toujours de savoir comment utiliser ce système. Honnêtement, vous pouvez l'utiliser. On pourrait écrire une étude sociologique, bien évidemment. Vous pouvez dire, avec ce système, les gens se soucient davantage de ce qu'ils disent, de ce à quoi ils s'engagent, et donc s'y tiendront, ils deviendront plus honnêtes. Plus honnêtes et surtout plus respectueux des règles. Et ça commence par bien savoir traverser dans les clous. Les réfractaires à cet idéal de société harmonieuse ne peuvent plus se cacher. J'ai eu peur parce que tout à l'heure, il y a une fille et un garçon, ils ont dit que c'était quelqu'un, ils l'ont chopé, ils l'ont mis la tête sur le grand écran. Ça fait peur, hein. Et après, qu'est-ce qui t'arrive? Tu payes une amende? Non, mais c'est quand même... Imagine, tu fais tout le temps ça, et maintenant tu scannes ta tête partout, et après... Imagine, t'as un mauvais point, quoi. Tu retrouves ta tête au milieu de la rue, ici, c'est bizarre. Il faut pas casser les feux rouges, hein. Faites sage. D'ailleurs, en général, ils traversent au vert, là, on voit derrière. Ah oui. Ils respectent Et bien là, les règles. sinon, on te met la photo sur grand écran, c'est la honte, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? On essaye de traverser au rouge pour voir? Ah non, je fais pas ça, moi. Enfin, c'est que les étrangers qui font ça. Même les étrangers ici, ils sont sages, hein, t'as vu? Personne fait. T'as vu? Si je traverse, il va y avoir ma photo, c'est sympa. Ah bah, si tu vas essayer, vas-y, hein, pas moi. Qu'est-ce qui va se passer? Et bah, après, Des points. ton photo, il va afficher grand sur l'écran. Ça va être un festival pour toi. Et là, on les force comme ça. Et là, ils expliquent pas si on t'enlève des points ou si... Non. Pour l'instant, c'est Non, juste non. ton visage est Non, affiché. Non, c'est juste affiché. C'est la grosse honte. C'est la grosse honte. Pour garantir l'efficacité de ce contrôle permanent de l'espace public et des individus, un outil est indispensable. La caméra de surveillance. Elle se généralise en Chine dès le début des années 2000. Surveillance du domicile, des entreprises, des magasins. Il y en a partout. Dans les 20 villes les plus équipées au monde de caméras de surveillance, 18 sont chinoises. Chongqing, 31 millions d'habitants, compte une caméra pour 6 habitants. Shanghai, 26 millions, une pour 9. En comparaison, Nice, la ville française la plus équipée, compte une caméra pour 130 habitants. Une société sous surveillance dont il est quasiment impossible de se soustraire, tant les yeux du Big Brother chinois sont partout. Dans l'espace public, impossible pour Lulu d'échapper à la dictature de la note sociale. L'anonymat s'efface de la société chinoise. Le crédit social s'immisce jusque dans la sphère la plus intime. En fonction de ce qu'elle consomme, de son régime alimentaire, la note de Lulu pourrait être revue à la baisse. C'est l'avènement du citoyen sain dans un corps sain. En fait, tu payes ou tu te fais belle avec le téléphone? Les deux. C'est pratique. Ouais. T'as acheté quoi? J'ai acheté un truc très bon la santé. C'est quoi?
C'est du thé. Du thé. Imagine si, en fonction de ce que tu achètes, tu peux gagner ou tu peux perdre des points. Ah là, je gagne du point là, parce que je bois que du thé. Et tu penses on va gagner des points en buvant du thé, forcément, et on va perdre des points, par exemple, en buvant de l'alcool, ou si tu avais pris une petite bière, tu aurais perdu des points. Je pense que ça va arriver un jour. Hein. Genre, tu prends un burger ou des frites, voilà, peut-être ils t'enlèvent pas les points, mais au moins c'est noté, quoi. Tu vis pas en bonne santé, du coup il faut boire du thé. Tu veux quoi, toi? Salade, légumes. Si ton crédit pouvait enregistrer en fonction de ce que tu manges, ce serait bien parce que ça t'obligerait à mieux manger. Mais des fois, on a quand même besoin de faire plaisir à nous-mêmes. On peut pas vivre avec un ordre comme ça, quoi. Si ça rentre dans le truc nourriture, ce que tu manges tous les jours, ce que tu consommes tous les jours, c'est une vie de prisonnier, je trouve. C'est comme tu es en prison, ils te ramènent un plateau, t'as pas le choix, si tu manges pas, tu as faim ou tu meurs de faim. Mais quand même, on est des humains. Lulu n'est pas franchement décidée à conditionner son existence en fonction des interdits et non plus de ses envies ou de ses aspirations. Mais alors qu'il n'est pas encore entièrement déployé, le crédit social s'impose déjà dans les esprits comme le nouveau logiciel de pensée. Là, on va où? Librairie, bibliothèque. Et le livre de Xi Jinping? Premier, deuxième, troisième. C'est la pensée de Xi Jinping? Ouais. Acheter les 3 tomes de la vision politique du président chinois, ou encore un récit hagiographique consacré à Xi Jinping, rapporterait combien de points au crédit social de ma femme? Ça c'est Mao. Acquérir un exemplaire des poèmes de Mao Tse-tung ou une biographie autorisée de Deng Xiaoping En fait, c'est le rayon politique tout de suite à l'entrée, en fait. permettrait-il à Lulu d'accéder au Graal des 950 points du citoyen modèle? Imagine, il y a des points, tu achètes le livre de Xi Jinping, t'as plein de points. Non, Bien parce sage que et gagner des points. moi je suis déjà assez sage. Hein. Et tu lis pas des livres interdits. Non. Je sais pas qu'est-ce que c'est interdit déjà. Du coup. T'es très sage. Non, je suis pas sage. Je suis quelqu'un de normal. Un modèle de société régi entièrement par les normes, le score et le crédit social. Cette vie privée en open space, certains Chinois la rejettent et la dénoncent. Aujourd'hui, avec Lulu, nous avons rendez-vous dans la banlieue nord de Pékin. Deng Yufeng est un artiste engagé. Son combat est celui de la protection des données et la dénonciation de l'emprise du big data sur la vie privée. Difficile de connaître la note sociale de Deng, mais ses prises de position font certainement de lui un mauvais client, voire un débiteur du régime. Ces tracts jaunes sont sa dernière performance artistique. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec ces tracts? Ma vie immortelle représente tous les secrets que je possède en tant qu'être humain. Mais ces secrets sont rendus publics, puis imprimés sur ce document. C'est une sorte de CV. Sur ce CV figurent quelques informations de base et même des mots de passe bancaires, celui de mon compte WeChat et quelques autres détails, voire des détails beaucoup plus privés, comme des secrets. Le 18 mars 2021, Deng Yufeng est accompagné de 3 volontaires et encadré par une grappe de journalistes occidentaux. Il distribue aux passants ses tracts d'immortalité sur les avenues et dans les rues du quartier 798 de Pékin, un quartier où se trouvent de nombreux ateliers d'artistes.
En Chine, dénoncer l'atteinte à la vie privée et la dictature de la grande faucheuse numérique des géants de la tech est un exercice dangereux. Les prospectus jaunes de Deng Yufang vont envoyer l'artiste directement au poste de police. Et sans nul doute faire baisser encore un peu plus sa note de crédit social. Ils avaient des agents de sécurité, enfin quelque chose qui s'en approche. Ils ont dû appeler la police juste après. Au final, j'ai été arrêté et emprisonné durant 24 heures. Déjà en octobre 2020, l'artiste avait fait parler de lui. Il tente une expérience pour montrer aux Pékinois comment échapper à l'œil de la surveillance. Effectue un parcours dans une rue de Pékin sans jamais entrer dans le champ d'une caméra. Deng passe 2 mois à mesurer la rue. Il la photographie sous toutes les coutures. Détaille les modèles des 90 caméras, repère leur emplacement, mais aussi leur champ de vision. T'as vu? La rue, c'est combien de mètres? Le caméra, il peut filmer à peu près. Il a tout fait. C'est un travail de technicien aussi en même temps. Le jour J, accompagné d'un petit groupe de volontaires, il remonte la rue en file indienne. Tête baissée, accroupi, le petit groupe avance lentement. Il descend du trottoir, rase les murs, se cache derrière des panneaux publicitaires. Au total, ils auront mis 2 heures pour faire un peu plus d'1 kilomètre. Pour moi, ça parle de la manière dont l'État gère le problème. Cette question est celle de la façon dont l'État a décidé d'agir. Moi, j'ai choisi la manière forte. J'ai voulu marquer les esprits, car dans ce pays, les gens, nous, y compris vous et moi, nous n'avons pas de connaissances juridiques. Nous ne savons pas vraiment quels sont nos droits. Nous ne sommes pas sensibilisés aux questions juridiques de confidentialité. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des moyens plus efficaces pour sensibiliser les gens et peut-être obtenir plus rapidement un résultat. Mais le combat de Deng Yufang semble perdu d'avance. Pékin contrôle l'activité des géants de la tech et son droit de regard et d'utilisation sur les données n'est jamais remis en cause. Alibaba, Tencent, Baidu sont les créatures du parti. Des colosses sans lesquels le gouvernement chinois n'aurait jamais pu se constituer un tel arsenal de surveillance. Mais ce que la raison d'État demande, la raison d'État commande en Chine. Et il n'y a personne pour contrôler le parti. Reste Lulu, ma femme et son crédit. Comment Lulu imagine-t-elle son monde et le nôtre dans 20 ans? Ce matin, nous quittons notre résidence de Pékin, toujours sous l'œil des caméras de surveillance. Tiens, d'ailleurs, celle-là n'était pas là hier soir. C'est la dernière étape de ce voyage entamé il y a 1 an avec Lulu. Quel regard ma femme chinoise porte-t-elle sur cette société qui lui promet une vie à crédit? Une vie dont elle est devenue la cliente idéale. Les nouvelles technologies, est-ce qu'on peut 100% les contrôler et les utiliser dans le bon sens? Est-ce qu'on est assez puissant et assez fort pour contrôler tous ces logiciels, nouvelles technologies? On ne sait pas. On ne sait pas. Du coup, ça fait réfléchir.
tu fais, tout ce que tu parles, tu penses d'abord est-ce que j'ai le doigt ou j'ai pas le doigt, qu'est-ce que je peux avoir comme point et m'enlever le point, il va nous faire quelque chose de pas bien. Et du coup, on est en train de se cadrer comme ça, comme une carré chacun. Ils sont en train de nous manger les cerveaux. Et on est en train de nous former comme des robots, on peut dire. Imagine les enfants qui sont nés aujourd'hui et dans 20 ans, ils seront des adultes. Et comment ils peuvent être les gens qui sont nés aujourd'hui? Ils vont être moitié robot en derrière, mais toujours avec le look de humain. Alors je te propose, Lulu, on se donne rendez-vous dans 20 ans et puis on verra si ça a évolué comme tu le penses. Si on devient tous des robots, j'espère pas. Dans 20 ans, tu peux devenir encore le camarade? Mais l'histoire semble d'ores et déjà écrite. Pour vivre dans ce nouveau modèle de société, ma femme ne devrait pas avoir à patienter bien longtemps. Pékin a le doigt sur le bouton, celui du lancement de sa société harmonieuse et de la mise sur orbite du crédit social. Lulu n'est pas prête de quitter des yeux le petit compteur de son téléphone portable.